savoir sur Daniel Balavoine. balamed.skyrock.com. Il faisait de l'équitation et il faisait un peu de rallye automobile, mais ça s'arrêtait là. Donc, et puis après, bon, la suite de ce qui s'est passé, c'est que lui s'est perdu pendant 4 ou 5 jours. C'est ce qui a fait la naissance et la création du Paris-Dakar. Donc Thierry a fait une erreur de piste, puisque à l'époque, on avait des roadbooks très très fins, on n'avait que quelques notes pour la journée. Il faut rappeler que les étapes, qui aujourd'hui font 500, 600, 700 km, à l'époque faisaient plus de 2000. Vous aviez vraiment des jours et nuits, vous deviez rouler. Donc c'était des étapes très très longues. Par contre, on n'empruntait que les pistes, je dirais, relativement bien tracées. Il s'est égaré dans une piste, dans la région de Mourzouk. Miraculeusement, le pilote d'avion a été, je dirais, extrêmement accrocheur et a décidé de continuer les recherches à partir du 5e jour, ce qui est normalement impossible, parce que globalement, ça coûte déjà en kérosène, et vous laissez votre rallye avancer. Et Jean-Claude Bertrand et Jean-Michel Signon ont dit, on continue, il faut absolument retrouver ce motard, puisque pour notre pub, ça va être extrêmement mauvais s'il y a un gars qui disparaît. C'était vraiment la raison d'origine. Et puis, il s'est passé un miracle que raconte Thierry Sabine dans son livre, c'est que il s'est perché sur une montagne, et puis bref, etc., avec un jeu de miroirs, etc., et il a été repéré et donc sauvé. Après, il a été enrôlé dans l'organisation de Jean-Claude Bertrand, et ils ont travaillé à peu près 6 mois ensemble sur un futur rallye qui n'a jamais eu lieu, qui était en Amérique du Sud. Et ce rallye n'a pas fonctionné, et c'est ce qui a fait la création du Dakar. Thierry est venu me voir en disant, tu veux pas organiser un rallye avec moi, parce que moi je me suis perdu en Afrique, j'ai mauvaise réputation pour ces trucs-là. Je dis non, toi t'as bonne réputation parce que t'as organisé le Touquet. Moi c'est pas mon truc. Puis je lui dis, tu as trop mauvais caractère, et moi aussi, restons copains, chacun ses trucs. Je dis, par contre, je lui ai proposé de faire la course sur Paris-Dakar, exactement le premier tracé que j'avais fait quand j'avais traversé le désert complètement par le Sahara central. Pourquoi celui-là? C'est qu'on avait très peu de moyens à l'époque et que on cherchait la solution la plus simple. Il n'y avait pas de navigation. Aller d'une grande ville à une autre à travers le désert, c'était déjà assez compliqué comme ça, donc c'était le chemin le plus court. On pouvait pas prendre de raccourci. Si le gars se perdait, il était perdu. Et à l'époque, on traversait pas de dunes. Si on arrivait sur des dunes, c'est qu'on s'était perdu. Donc c'est venu un petit peu comme ça. Internuit est présenté par Roger Tello. Bonsoir, les titres d'Internuit. La crise menace, le danger de guerre existe. Valéry Giscard d'Estaing reconnaît que l'année 1980 s'annonce mal. Paris-Dakar, départ demain matin. L'aventure à 2 ou 4 roues. Pour la grande course Paris-Dakar 1980, c'est demain 1er janvier, le jour J. Le départ sera donné place du Trocadéro à Paris. Motos, voitures et camions vont rivaliser de vitesse, mais surtout d'endurance pour rejoindre Dakar au Sénégal dans les meilleurs délais. Nicolas Hulot défendra les couleurs de France Inter dans cette épreuve et il en rappelle les risques et les difficultés à Pierre Gantz. Vous imaginez la souffrance que doivent endurer les pilotes moto pour passer de bosse en bosse, parce que on parle de piste, mais en fait c'est plutôt un terrain de cross sur pratiquement 7000 km. Et là, l'effort physique est très important en moto. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Alors le dernier Paris-Dakar, qui était le premier de ce nom et qui faisait suite à 2 autres courses de ce même style, il y a eu un mort et il y a eu plusieurs blessés, dont 2 assez sérieux. Mais enfin, il faut rappeler que le motard qui s'était tué d'une manière assez idiote. Il s'était, en se rendant au lieu de départ, il avait oublié de mettre son casque et il a buté dans une dénivellation et évidemment il s'est tué puisqu'il n'avait pas de casque. Sinon, de toute façon, c'est une course qui reste dangereuse parce qu'il faut pas oublier qu'on va à des allures très très rapides et qu'en plus les pièges sur la piste sont très nombreux. Il arrive de faire 70 km dans le désert à 120 de moyenne et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la piste a été enlevée par un fleuve et on tombe dans un trou de 6 mètres. Alors ces pièges sont multiples, évidemment, c'est autant de raisons d'avoir des accidents. 13h, 20 minutes et 30 secondes sur France Inter. La partie magazine, Claude Guillaumin a rencontré ce matin, avant le départ du Raid Paris-Dakar, l'un des 200 concurrents. Fenouil, l'homme sans prénom. Vous allez prendre le départ donc de l'épreuve Paris-Dakar. Qu'est-ce que ça fait au départ d'une épreuve pareille? Le jour du départ, on est prêt, ou en tout cas si on n'est pas prêt, de toute façon il n'y a plus rien à faire, il faut partir. Et là on respire, on se dit enfin on va se reposer. Disons qu'il y a
il y a un plaisir intense à préparer des motos, à essayer de trouver des motos ou des voitures, à essayer de trouver sa petite astuce, parce qu'il y a un petit côté concours l'épine de la piste, chacun est persuadé d'avoir une invention géniale, mais la vraie chose, c'est la course, on est soulagé de la faire, de se défoncer physiquement. Le Paris-Dakar était une aventure, surtout le premier. Michel Delannoy. Jusqu'au 3e, voire même le 4e, c'était encore une aventure. On savait pas trop où on mettait les pieds. On partait avec comme direction la carte Michelin de l'Afrique du Nord-Ouest. Les premiers règlements étaient d'une simplicité, je crois qu'ils tenaient en 4 pages ou 6 pages. Et le premier roadbook tenait en 150 pages, dont l'essentiel était suivre piste principale, suivre PP, attention trou. C'est-à-dire qu'il avait rien reconnu du tout et il faisait du bourrage de crâne. Et après, c'est devenu très organisé. Dès que sont apparus, dès la 2e année, un service de restauration, alors que la première année, il fallait se débrouiller, manger chez l'habitant, trouver dans les boui-boui, les hôtels et ainsi de suite. Dès la 2e année, il y avait un service de restauration. Et puis, je pense, vers la 5e année, moi, je l'ai pas fait, je l'ai plus fait à partir du 4e. Il y a eu les GPS, enfin, tout ce qui fait toute la partie aventure de la course a pris une claque énorme, à mon avis, et a perdu, en ce qui me concernait, tout intérêt. Relax. Max. Salut les artistes. Thierry Sabine était en fait un homme de médias et je dirais il était dans son temps, alors que Jean-Claude Bertrand était un planteur installé en Afrique, donc rien à voir. Donc il avait tout compris et rapidement au second Dakar, il a tiré tous les enseignements des petites erreurs du premier. Et c'est devenu un vrai succès. La grande force de Thierry, c'est de s'être dit, je fais un départ le 1er janvier. C'est-à-dire, globalement, il ne se passe rien, il n'y a que les fêtes. Moi, j'ai vu des 1 million de personnes au château de Versailles. J'ai vu la première année, tout premier Dakar, il y avait 100 000 personnes au Trocadéro. Vous voyez, donc on choisit des sites, des dates qui sont creuses médiatiquement. Lui, c'est vraiment je dirais, sa force a été vraiment là. La belle époque du Dakar, vous l'arrêtez où? Moi, je dirais, le Dakar, c'est quand on partait de Versailles ou de la place de la Concorde, qu'il y avait plein de gens qui étaient bourrés, qui s'étaient pas couchés du 1er janvier, qui faisaient la fête, et que tout le long de la France, il y avait un truc délirant jusqu'à 7. D'ailleurs, la trouille, c'était de se faire renverser par quelqu'un qui avait un petit peu bu. On arrivait en Auvergne dans les trucs verglacés, il y avait le petit gars le champion régional qui vous attendait avec sa R18 turbo et qui se mettait à attaquer comme un malade, et vous étiez gelé sur la moto, tout raide. Je disais, putain, l'abruti, il va me faire tomber. Et ils en ont fait tomber quelques-uns d'ailleurs, comme ça. Et ça, c'était la belle époque du Dakar, et tous les grands quotidiens en parlaient. Alors cette médiatisation, vous évoquez Max Meignier, producteur de cette émission, Les routiers sont sympas. Ah, c'était extraordinaire. L'impact qu'il avait était fabuleux. On descendait à Marseille par la route nationale, on s'est arrêté dans un relais routier pour dîner le soir, on avait largement le temps de faire la route, et les gars nous voyaient avec notre Toyota, avec des numéros dessus, on dit, qu'est-ce que vous faites? On va à Dakar. Ah, vous allez avec Max? Donc c'était lui l'organisateur. On allait avec Max. D'accord. Pour les chauffeurs routiers qui étaient au restaurant. Ça va les artistes? Relax, Max. Arrête, Georgette. Sabine a eu une chance. Il a déclenché l'enthousiasme, je dirais, d'individus et non d'institutions. Vous citez Max Meignier, mais il n'est pas le seul. Je pense par exemple que aussi bien Patrick Chapuis à l'Équipe que Gérard Fusier à Europe 1, il y a le rédacteur en chef de l'Autojournal, son nom ne me revient pas là tout de suite. André Costa peut-être? André Costa, voilà. Jean-Pierre Dufour de l'AFP. Et je ne garantis pas que ces institutions, à l'époque, avaient tellement envie d'envoyer quelqu'un sur le Dakar. Mais je sais plus lequel, mais je crois me souvenir qu'il y en a qui ont quasiment dit, ça fait rien, j'y vais sur mes journées de récup, j'y vais sur mes congés, mais je le fais. Ce qui fait que Sabine s'est retrouvée avec un noyau dur de journalistes, il y avait Donor du Figaro aussi, qui l'ont amené un soutien vraiment effectif. La télé, ça a été plus difficile parce qu'à l'époque, les retransmissions n'existaient pas. Et si ma mémoire est bonne, le premier qui a commencé à se demander comment on pouvait transmettre de l'image, c'est Claude de Villers, qui ensuite a fait beaucoup de choses sur les transatlantiques et tout ça. Et puis Sabine a eu la chance de croiser, ou de trouver un type qui s'appelait Christian Boudas, qui s'est penché sur le problème des communications, parce que on n'avait rien. Ce qui fait qu'au bout de 3 ou 4 Dakar, il y a eu enfin ce qu'on appelait le DC3 de transmission. Il y avait des téléx, ça devenait
moins folklorique, on va dire. Un magazine spécial du service des sports d'Inter. Ce qui intéressait à l'époque les médias, c'était de trouver celui qui partait avec un véhicule ancien. C'était ce qui marquait les médias, quoi. Il y avait deux aspects dans le Dakar. L'aspect sportif, pur, qui intéressait peu de gens en fait. Et puis après, l'aspect médiatique, les vedettes, les engins, que ce soit les personnages ou les véhicules, fallait attirer les projecteurs. Un pénalty spécial Paris-Alger-Dakar. Ils sont partis. C'est à 8h ce matin, place de la Concorde, que le premier concurrent du 5e Paris-Alger-Dakar a pris la route. Une route longue, 10 000 km en 20 jours, qui traverse 8 pays. La France, l'Algérie, le Niger, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Un menu particulièrement difficile à digérer. Si l'on ajoute à cela le froid des nuits africaines, le thermomètre descendra en dessous de zéro. La chaleur dans le désert entre 35 et 40 degrés, et puis la poussière, les routes défoncées, etc., etc. Un Dakar 83 particulièrement dur, peut-être plus que les années précédentes, d'autant plus que cette fois, Thierry Sabine, l'organisateur, a décidé de supprimer les étapes dans les grandes villes. Le confort nuit à l'effort, dit-il. Par conséquent, tout le monde couchera à la belle étoile. Sur les 600 concurrents au départ, dont 110 motos, 2 sidecars, 187 autos et 12 camions, combien seront à l'arrivée ? L'année passée, il y avait eu 75% d'abandon, un chiffre impressionnant. Il va falloir souffrir pour avoir l'honneur de rouler sur la plage de Dakar le 20 janvier prochain. Le Dakar, c'est le goût du risque, c'est l'aventure des temps modernes. Et vous voyez, vous en tant que journaliste, éditions, eh bien arriver aussi des usines. Alors, c'est la continuation de cette montée en puissance de la médiatisation du Dakar, puissance de la médiatisation du Dakar, 4e édition, au bout de la 3e automobile, c'est important à dire, Costa de l'automobile, c'est important à dire, en a fait un avec Jackie X. Jackie X a été un élément déterminant. Jackie X a été un élément déterminant et surtout pour sa reconnaissance par le milieu auto. Pour sa reconnaissance par le milieu auto. Il a amené personnalité d'X, et alors avec Porsche en voiture, et BMW en moto, sont arrivés deux gros sponsors cigarettiers, qui eux ont fait changer le Dakar de dimension en commençant à affréter des avions de presse assez gros. C'est-à-dire que les premiers gros avions de presse affrétés par des sponsors, ça doit être 83 ou 84, on passe en gros de 15 à 50 journalistes sur le Dakar. Et puis, Sabine comprend l'importance de ce qu'on appelle la journée de repos à Agadez, où à Agadez, on peut faire des voyages de presse. Et en particulier, Elf est le premier à le faire, le pétrolier Elf, a amené jusqu'à 300 personnes, 400 personnes à Agadez le jour de repos. Ça fait parler du Dakar. Et puis après, la grande bascule, c'est évidemment l'arrivée de Peugeot. Et là, avec Peugeot, on ne fait plus dans la dentelle, si j'ose dire. C'est vraiment les avions de presse, on voit arriver des Fokker de 150 places. Et puis surtout, ils organisent une rotation à Agadez. Donc d'un seul coup, c'est plus 40, mais c'est 300 journalistes qui ont mis le pied sur 8 ou 10 étapes du Dakar. Et là, évidemment, ça explose. Et ça correspond aussi au moment où Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur idéologie, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire avant. Je me retrouve dans cette émission en direct, on me jette la peau de banane sous le pied. Et ce jour-là était exclusivement et très clairement adressé. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse. Il y en a jamais ce qui le dit. Dans un pays démocratique, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de se lever le matin et de décider de faire de la radio et de gagner sa vie par ce biais-là. Que le chanteur engagé communiste ne dérange que les gens de droite. Et le chanteur engagé de droite ne dérange que les gens de gauche. Moi, je dérange un peu tout le monde. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com